Ce qui nous différencie des autres espèces, c'est la place occupée par le lobule frontal en proportion avec le reste du cerveau. Le lobule frontal est la partie du cerveau responsable de l'intention ferme, de la prise de décision, de la gestion du comportement, de l'inspiration. C'est le centre qui permet d'emmagasiner les informations sur notre entourage, la traiter et la classer dans le cerveau pour après prendre des décisions ou de choisir une façon différente d'agir par rapport au passé. Le cerveau est formé par des mini-cellules nerveuses appelées neurones. Ces neurones ont des ramifications très petites qui sortent d'elles et se connectent à d'autres neurones pour former ainsi un réseau neuronal. Dans chaque point de connexion, une pensée ou un souvenir se construit. Le cerveau crée tous les concepts à partir de la mémoire associative. Par exemple, les idées, les pensées et les sentiments sont tous construits et interconnectés dans ce réseau neuronal. Et ils peuvent tous se mettre en relation entre eux. Le concept et le sentiment d'amour, par exemple, sont emmagasinés dans cet épais réseau neuronal. Mais nous créons le concept de l'amour à partir de beaucoup d'autres idées. Certaines personnes ont l'amour en relation avec la déception. Quand ils pensent à l'amour, ils expérimentent le souvenir de la douleur, le manque, le mécontentement et même la colère. La colère peut être en relation avec la peine et peut être en relation avec une personne concrète qui est de nouveau connectée à l'amour. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit dans son entourage et ce dont il se souvient, parce que ce sont les mêmes réseaux neuronales qui s'activent. La physiologie nous dit que les cellules nerveuses qui s'activent simultanément sont connectées. Lorsque l'on fait quelque chose une fois et qu'on le refait plusieurs fois, ces cellules nerveuses ont une relation prolongée. Si tous les jours tu te fâches, si tous les jours tu te sens frustré, si tous les jours tu souffres, si dans ta vie tu donnes des motifs pour être une victime, tous les jours tu te reconnectes et tu réintègres le réseau neuronal. Et ce réseau neuronal a déjà une relation de longue durée avec ces autres cellules nerveuses appelées identités. On sait aussi que les cellules nerveuses qui ne s'activent pas simultanément ne se connectent pas. Elles arrêtent d'avoir une relation de longue durée. Parce que chaque fois que nous interrompons le processus de la pensée, cela provoque une relation chimique dans le corps. Chaque fois que nous l'interrompons, ces cellules qui sont connectées commencent à rompre cette longue relation. Plus nous le ferons, plus l'essai mental et notre capacité mentale à le faire provoqueront le fait que certains circuits cérébraux grandiront grâce à cet effort. En d'autres mots, il sera plus facile de le faire. Si nous acceptons cela, le lendemain nous pourrons le faire avec plus de sûreté et de réussite. Le processus en soi ne se différencie pas de la demande. Aucun texte religieux affirme que la pensée n'est pas importante. Aucun texte religieux affirme que Dieu ne doit pas répondre à tes demandes et attentions. La physique quantique et l'observateur prétendent expliquer comment cela se produit. De toute façon, si nous pouvons transformer la pensée en quelque chose de plus réel, c'est parce que nous possédons un cerveau conçu pour le faire. Le lobule frontal, ce grand espace, constitue l'autel sur lequel nous posons une pensée. C'est ce qui nous donne l'autorisation de conserver cette pensée pendant une période de temps, ce qui réduit le volume de stimulation extérieure. Nous perdons la notion de l'espace et du temps. Il s'agit donc du moment où nous entrons sur le terrain quantique. C'est le moment où nous changeons la pensée en quelque chose de plus réel que n'importe quoi d'autre. Nous sommes des êtres humains physiquement et chimiquement émotionnels. Cela n'a rien de mauvais. Cela constitue uniquement une limitation lorsque nous ne faisons qu'accéder aux mêmes émotions et attitudes tous les jours, sans faire quoi que ce soit pour changer ou évoluer dans notre vie. Comment peut-on dire que nous avons vécu pleinement tous les jours si seulement nous expérimentons les mêmes émotions auxquelles nous sommes accrochés et dépendants? Ce que nous nous disons en réalité, c'est « il faut que je confirme qui je suis et ma personnalité. Je dois faire ceci, je dois aller là-bas, je dois être comme cela. » Un véritable maître est quelqu'un de complètement différent. C'est une personne qui voit le jour comme une opportunité dans le temps de créer de grandes artères de réalité, ainsi que des émotions à vivre sur des réalités futures, et qui transforme le jour pour fertiliser des matins infinis.
Il y a une partie du cerveau appelée l'hypothalamus. L'hypothalamus est comme une mini-usine. C'est un endroit où certaines substances chimiques se rencontrent, qui sont en relation avec certaines des émotions que nous expérimentons. Ces substances chimiques s'appellent les peptides. Ce sont des petites chaînes d'acides aminés. Dans l'essence, le corps est une unité de carbone qui fabrique au total une vingtaine d'acides aminés différents pour avoir la formule de sa structure physique. Le corps est une machine à produire des protéines. Dans l'hypothalamus, nous prenons une petite chaîne de protéines, appelées les peptides, et nous les assemblons dans des neuropeptides précis ou neurohormones qui correspondent aux états émotionnels que nous expérimentons chaque jour. Ainsi donc, il y a des substances chimiques pour le mécontentement et des substances chimiques pour la tristesse. Il y a aussi des substances chimiques qui font que l'on se sente victime, et d'autres pour le plaisir. Il y a une substance chimique pour chaque état émotionnel que nous expérimentons. Au moment même où nous expérimentons un état émotionnel dans le corps ou dans le cerveau, l'hypothalamus assemble immédiatement le peptide et après, le lâche par la glande pituitaire dans le flux sanguin. Quand il arrive dans le sang, il suit son chemin jusqu'aux différents centres et différents endroits du corps. Chaque cellule du corps a des récepteurs à l'extérieur. Chaque cellule du corps possède des récepteurs à l'extérieur. Une cellule peut avoir des milliers de récepteurs qui étudient sa superficie, en s'ouvrant au monde extérieur d'une certaine façon. Quand un peptide s'en prend à une cellule, littéralement, il fait office de clé et s'insère dans une serrure, se met à la superficie du récepteur, s'accroche à lui, le bouge et, comme s'il sonnait à la porte, il envoie un signal à la cellule. Éclatons-nous! En arrivant à l'âge adulte, presque tous ceux qui avons eu des problèmes dans la vie, nous nous mettons dans un endroit émotionnellement égaré et nous agissons comme si nous étions toujours dans le passé. Qu'est-ce que c'est? Un combiné. Changer signifie que nous devons abandonner notre vieux moi. Cela signifie que pendant un certain temps, nous devrons laisser de côté notre identité et faire des suppositions sur l'être que nous pourrions arriver à être. Changer signifie modifier notre comportement suffisamment de façon à ce qu'il soit permanent. Les expériences influencent sur ce que nous savons. Il n'existe aucune analyse totalement objective sur rien, car toutes les analyses que nous faisons sur n'importe quel sujet sont en relation avec nos expériences ou les émotions préalables. Tout est chargé d'un poids émotionnel. Nous sommes passés d'une idée qui soutenait que les émotions faisaient partie du terrain spirituel et immatériel, alors que maintenant nous soutenons que ce sont des éléments et qu'il s'agit de véritables molécules, avec des poids moléculaires spécifiques et des peptides avec leurs séquences et leurs structures. À l'heure actuelle, la science a déterminé que l'hypothalamus fabrique des neuropeptides et que ces neuropeptides sont de puissantes substances chimiques. Je vais vous raconter l'histoire du peptide et de la cellule. Le peptide rencontre les récepteurs, se colle à eux et s'y maintient. Il peut également se lâcher à nouveau et se recoller. Pendant qu'il est sur eux, il transforme la cellule. Un récepteur qui contient un peptide entraîne un torrent de réactions biochimiques, dont certaines finissent par expérimenter des changements dans le noyau de la cellule. Il est certain que toutes les cellules sont vivantes, et elles ont toutes une conscience, surtout si nous définissons la conscience comme point de vue d'un observateur. Il y a toujours la perspective de la cellule. La cellule sait où elle se situe et sait quelles protéines elle fabrique. La cellule sait si elle va se diviser ou s'il est prévu qu'elle arrête de se diviser. D'ailleurs, la cellule est l'unité de conscience le plus petit du corps. J'ai faim.
Les cellules crient au cerveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu notre dose. Et des impressions seront envoyées au cerveau et celui-ci commencera à formuler des images. Et tu pourras entendre des voix dans ta tête. Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez être déprimé. Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez vous sentir confus. Pensez à une raison pour laquelle vous pourriez souffrir. Et le corps commencera à dire au cerveau qu'il ne reçoit pas la dose chimique nécessaire et que ses besoins chimiques ne sont pas couverts. C'est alors que le cerveau s'activera et cherchera une situation du passé et transmettra des images au lobule frontal. Ouais, nous avons attrapé un plateau entier de nourriture. Ma définition de la dépendance est très simple. Il s'agit de quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Nous nous provoquons à nous-mêmes des situations qui répondent à nos caprices biochimiques des cellules de notre corps et qui satisfont nos besoins biochimiques. Cela m'arrive toujours à moi. C'est toujours pareil. Ma définition, en réalité, en vient à dire que si tu ne peux pas contrôler ton état émotionnel, c'est que tu es dépendant de lui. Tout est carrément foutu. Les gens que nous aimons réellement sont des personnes qui ressentent la nécessité de partager nos besoins émotionnels, nos sentiments, quels qu'ils soient. Peu importe s'il s'agit de besoins sexuels, qu'il s'agisse de désir de se sentir une victime, pauvre de moi, pauvre de toi, d'avoir du pouvoir, d'avoir besoin de quelqu'un qui nous contrôle, de sentir que nous avons le contrôle sur tout. Madame, non! Ne remettez pas la crevette que vous avez mordue dans cette sauce. Allez vous faire voir avec toutes vos règles hygiéniques. Je suis la sœur de la mariée et si j'en ai envie, je mettrai mes fesses dans... Allez servir là-bas, faites en sorte que tout le monde ait des assiettes pleines. Ah bon. Steven, si tu ne t'en sais rien faire, je m'en occupe. Non, tu vas voir. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Que la réalité, c'est ce qu'on voit dans le cerveau. On peut-on savoir ce que c'est? Ils ont pris des animaux de laboratoire et leur ont connecté des électrodes dans certaines parties du cerveau qui produisent des neuropeptides. Les neuropeptides sont des substances chimiques très puissantes, à tel point que comme elles montrent à l'animal de laboratoire à serrer pour obtenir cette libération chimique de neuropeptides, l'animal choisit cette libération de neuropeptides avant la faim, le sexe, la soif, le sommeil. Et de ce fait, l'animal souffre une grande fatigue physique et un effondrement avant de pouvoir s'occuper physiquement de soi-même. C'est ce que le stress provoque dans le corps. Nous sommes si dépendants du stress dans nos vies que nous sommes incapables d'arrêter de travailler alors que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas abandonner une relation parce que nous n'en avons pas besoin. Nous ne pouvons pas choisir car les stimulations et les réactions produisent une chimie qui trouble notre pouvoir de décision. Et nous devenons comme le chien qui ne peut pas décider parce qu'il a un lobule frontal plus petit. Comment une personne peut-elle dire qu'elle est amoureuse d'une personne concrète, par exemple? Elle est seulement amoureuse de l'attente des émotions desquelles elle est dépendante, car cette même personne pourrait perdre de son aura quelques jours plus tard si elle ne répondait pas aux attentes. Oui. Oh, Amanda. Non, vous n'avez pas bien compris la blague. C'est une blague de photographe. Continuez avec votre musique. Tu m'as filé une sacrée trouille. Tu te sens bien? C'est que j'ai vu se marier avec ta belle-fille. Ah quand? Là maintenant. Moi,
J'étais avec le marié. Hé, je dis que son élève. Désolé. Et moi, j'étais avec le marié il y a un moment. Et il adore Paulette. Non. Où? Les Polonais, avec le smoking, ils sont tous pareils. Dans le fond, nous sommes tous des aventuriers. Nous aimons tous l'aventure. Il s'agit simplement de faire le premier pas. Et une fois que tu atteins la compréhension, ce moment est accompagné de fréquences et d'un message. La possibilité encourage les cellules du corps. Des possibilités méconnues leur donnent vie. Une histoire d'avenir ou une opportunité pour le futur, pour celles qu'il faudrait mieux explorer dans le terrier et les encourager. Et si tu te permets d'expérimenter le dilemme, le mysticisme et la possibilité, lorsque tu sortiras du terrier, tu seras une personne différente. C'est alors que tu reviendras sur ton monde, et comme tu auras traité cette information dont les traces sont restées dans ton esprit et dans ton cerveau, la perception que tu auras du monde ne sera plus jamais la même. Mais comment peut-on dire que nous avons pleinement vécu tous les jours si nous expérimentons exclusivement les mêmes émotions desquelles nous sommes dépendants? Un maître est une personne totalement différente. Un autre verre? Il s'agit d'une personne qui voit sa journée comme une opportunité dans le temps pour créer des parcours de réalité et des émotions d'avenir. Le jour se transforme en des matins infinis. Pour le marié. Pour le marié. Ça va les garçons? Ça va mon vieux? Salut! Qu'est-ce que vous voulez? Super Nana? Qui voudrait du sexe? Oui, il s'agit d'un réseau psychosomatique. Et effectivement, certains d'entre nous, en particulier les garçons adolescents, se trouvent sous l'emprise de ces centres inférieurs. L'œil ne contrôle pas les molécules de l'émotion. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous reprendre, cher monsieur, mais les mouvements rapides de l'œil qui nous aident à décider sur quoi nous fixer se développent sur le cerveau du milieu, dans lequel on peut tracer des récepteurs opiacés et des récepteurs de beaucoup d'autres peptides. À nouveau, l'ordre de recherche correspondant qui est mis en place est lié au fait de trouver un état émotionnel déterminé. Oh, dis donc, ne tomberas pas amoureux de moi. Purée, quelle nana. Qu'est-ce que vous attendez là? Je ne sais pas, moi. Ah là là, c'est que moi. Les mecs, je ne peux pas le croire. Quand vous êtes allez où? Écartez-vous du sanctuaire. Bonjour. Viens ma chérie, on y va, tu sais ce que tu veux. Me regarde pas comme ça. Et que se passe-t-il avec les gens qui sont dépendants du sexe? En réalité, le sexe est une invention qui nous permet de voir le futur. Pensez-y un moment. Salut, beau mec! T'as un pétard dans la poche, je sais que t'es content de me voir.
entendre une polka, ok? Vous en mettrez une, je le sais. Tous ces gens veulent entendre de la polka. Un mariage polonais n'est pas un mariage sans polka. Non, vous voulez bien laisser ça tranquille? Ne le touchez pas, punaise. C'est impossible que dans un mariage polonais, il n'y ait pas de polka, bordel! Il n'y a pas un mariage polonais sans polka! L'esprit crée notre corps, littéralement. Mais tout commence dans la cellule. Et qui donne l'ordre aux cellules? Les ordres viennent des réseaux neuronaux du cerveau qui se basent sur les expériences et l'information que nous avons enregistrées. Dans la vie, nous utilisons une boîte de solutions déterminée qui provoque que la chimie entre en action. Par conséquent, pour pouvoir changer la chimie, il faut transformer le réseau neuronal. Cela veut dire que nous devons changer notre identité, que nous devons changer d'attitude, ou changer notre manière d'interagir avec l'entourage. Et si nous continuons à être la même personne et que nous expérimentons les mêmes attitudes, nous ne faisons que nous renforcer nous-mêmes comme identité. Un jour, j'ai donné des cours dans une prison pour femmes. Elles étaient toutes héroïnomanes. Je leur ai expliqué qu'elles avaient des récepteurs pour l'héroïne et que plus elles prenaient de l'héroïne, plus leur capacité pour fabriquer des endorphines internes, c'est-à-dire de l'héroïne interne naturelle, était détruite. En plus, les récepteurs commencent à perdre leur sensibilité et commencent même à disparaître. Des changements réels se produisent. Nous avons de nouvelles informations sur la moindre fabrication de cellules dans le cerveau. Quelles que soient les dépendances, les gens restent enfermés dans de vieux schémas. La vie mentale d'une personne finit par être dominée par la douleur et cela imprègne tout ce qu'elle perçoit. Parfois, la façon dont on réagit sur tout ce que l'on fait est totalement en relation avec la douleur que l'on ressent. Une des caractéristiques des récepteurs, c'est qu'ils changent de sensibilité. Si les récepteurs d'une drogue ou d'un flux interne déterminé, pendant une longue période, expérimentent un bombardement intense, ils se rétracteront littéralement. Il y en aura moins, ou ils seront connectés de telle façon qu'ils seront insensibilisés, ou ils seront réduits en nombre. C'est pourquoi la même quantité de drogue ou de flux interne provoquera une réaction bien moindre.
Si l'on bombarde la cellule avec la même attitude et avec la même substance chimique sans arrêt, tous les jours, quand finalement cette cellule se décide à se diviser, quand elle produit une cellule sœur ou fille, la nouvelle cellule aura plus de récepteurs pour ces neuropeptides émotionnels concrets et moins de récepteurs pour les vitamines, les minéraux, les nutriments et l'échange de flux, et même pour l'élimination de déchets ou toxines. Le vieillissement est le résultat d'une production de protéines incorrecte. Que nous arrive-t-il lorsqu'on vieillit ? La peau perd de l'élasticité, vu que l'élastine est une protéine. Qu'arrive-t-il aux enzymes? Nous ne digérons pas bien. Qu'arrive-t-il aux synovies? Ce sont des protéines qui deviennent fragiles et rigides. Qu'arrive-t-il aux os? Ils s'affaiblissent. De cette façon, le vieillissement est le résultat d'une production incorrecte de protéines. La question qui se pose alors est, est-ce vraiment important ce que nous mangeons? La nutrition a-t-elle en réalité un effet quelconque si la cellule n'a même plus de récepteurs après 20 ans d'abus émotionnels qui reçoivent ou laissent passer les nutriments dont elle aura besoin pour être saine? La meilleure façon de connaître les pensées d'une personne, c'est au travers de ses dépendances. Les dépendances assidues dans ses pensées 24 heures sur 24, dans un sans fin d'émotions qui se manifestent dans le corps. Ainsi, nous connaissons ses pensées. C'était... Nous ne nous réincarnons jamais dans des cas types. Je t'aime beaucoup. Nous nous réincarnons toujours dans des situations du genre parce que je me déteste. Je te déteste. Imbécile! C'est me dégoûte! Regarde-toi! Mort! Tu vaux rien! Tu deviens vieille! Je te déteste! Si la pensée fait cet effet à l'eau, quel effet auront sur nous les pensées? Personne n'est jamais venu te démontrer qu'il possède une bonne et intelligente connaissance de ton superbe moi. Comment agis-tu de l'intérieur vers l'extérieur? Pourquoi as-tu des dépendances? Parce que tu n'as rien de mieux. Tu n'as jamais rêvé de rien de meilleur, parce que jamais personne ne t'a montré comment rêver mieux. Maintenant, nous possédons des chiffres qui nous permettent de dire que les personnes dépendantes de la cocaïne, de l'héroïne, de la nicotine, de l'alcool partagent la même capacité pour bloquer la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Lorsqu'elles ne sont plus dépendantes, leurs cellules peuvent recommencer à grandir. Oh, quelle merde! Si tu ne vois pas les pièges, tu dois avancer au travers de bêtises jusqu'à les voir. Parce que si tu ne les vois pas, c'est la seule machine à apprendre que tu possèdes. C'est la seule façon de comprendre un phénomène nouveau.
L'univers t'offre ces choses-là. En elle, il y a des enseignements si tu veux y réfléchir et surpasser la pensée rigide. Je peux... Waouh! Un peu de dentifrice? Merci. Quand je dis qu'on disparaît, je ne veux pas dire qu'on disparaisse physiquement. Ce que je veux dire, c'est que nous partons de l'aire du cerveau qui est en relation avec la personnalité, qui est en relation avec les gens, avec notre relation, avec les endroits, les choses, le temps et les événements. Nous cessons d'exister dans les centres associatifs du cerveau qui affirment notre identité, qui réaffirment notre personnalité. Dans l'actualité, la science soutient que nos pensées sont actives et qu'elles affaiblissent notre corps. Beaucoup de scientifiques l'étudient en ce moment avec la cinétique du comportement, entre autres, et arrivent à prouver que les pensées affaiblissent le corps. La pensée, plus ou moins, fabrique la réalité de chacun. Créer ce que tu feras, ce que tu penseras de toi-même. Si une personne est grosse, mais elle pense qu'elle est merveilleuse, elle sera merveilleuse. La plupart des femmes se sentent comparées sans cesse avec des images impossibles, des poupées Barbie et des top modèles. Et nous finissons par croire que tout notre actif se base sur notre aspect physique et sur le regard des autres. Nous sommes confrontés à des critères impossibles. Qu'est-ce qui peut altérer votre propre dépendance émotionnelle? Les films, les séries, les nouvelles, les médias? De nos jours, ils sont si merveilleux qu'ils fournissent aux êtres humains des expériences sans qu'ils aient besoin de les vivre personnellement. Mais ce n'est pas dans tout cela que l'on retrouve la grandeur humaine. Les gens sont tellement hypnotisés par l'entourage, au travers des médias, de la télévision, de ceux qui créent des idéaux que tout le monde essaie d'atteindre. Finalement, ces personnes ne peuvent pas se réaliser au niveau physique et en accord avec les définitions de beauté et de valeur, parce que ce ne sont que des illusions vaines, auxquelles tout le monde finit par se rendre pour vivre une vie dans la médiocrité. Et peut-être vit-on cette vie, mais pas notre âme, bien au contraire. Nos désirs ne sortiront peut-être jamais à la surface pour être transformés en autre chose. Mais si le désir sort à la surface, et si on se demande s'il y a quelque chose d'autre, et le pourquoi de notre existence, l'objectif de notre vie, notre direction, le futur après la mort, c'est alors que l'on commence à se poser ces questions. Et nous flirtons alors et interagissons avec l'idée que peut-être nous souffrons une crise nerveuse. Mais en réalité, la vérité, c'est que les vieux concepts de notre vision du monde commencent à s'effondrer. C'est pourquoi très peu de gens commencent le voyage, parce que c'est un voyage inquiétant. Il faut rompre les schémas sur lesquels nos vies se sont basées, et nous devons nous libérer de cette façon. Parfois, il y a une période délicate entre le confort que nous avons connu précédemment et le véritable état de confort qui suit l'intervalle du chaos et dans lequel nous sommes déjà maîtres de nous. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent au chaos, perdent tout espoir et reviennent aux pensées et à la sécurité d'avant. Ils vivent une vie plus ou moins raisonnable et ils meurent dans une sorte de paix et de tranquillité, mais depuis le point de vue spirituel, ils n'ont pas avancé du tout dans l'expérience que nous appelons la vie.
En ce qui concerne le cerveau, nous sommes sur un terrain totalement vierge. Et c'est pour cela que nous créons de nouvelles connexions en connectant le cerveau de façon littérale à un nouveau concept. En dernière instance, cela nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu changes ton esprit, prendras-tu d'autres décisions? Si tu prends d'autres décisions, cela te changera-t-il la vie? Pourquoi ne puis-je pas changer? De quoi suis-je dépendant? Quelle dépendance chimique vais-je perdre? Quelle personne, lieu, chose, moment ou événement auquel je suis dépendant vais-je perdre sans le vouloir à cause d'une expérience chimique non réalisée? De là dérive le drame humain. La vie n'est rien de plus qu'une page dans un livre énorme dans lequel nous serons toujours qui nous sommes, mais toujours avec la réalité inhérente d'une recherche ambitieuse. Une recherche qui nous emmène de l'ennuyeuse auto-haine à l'auto-création de nouveaux rêves. Nous sommes des dieux ambitieux. And we are ambitious gods.